Donc nous sommes là, je le disais, pour parler planification énergétique au contrat social avec les territoires. Alors pour décrypter le sujet, on va être assez clair. L'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on intéresse notamment et pourquoi pas financièrement les riverains des projets énergie renouvelable au développement des projets dans leur territoire de manière à ce qu'effectivement ils voient un effet direct entre ce qu'ils observent en face de chez eux et la manière dont ça vient impacter de manière positive, évidemment, leur portefeuille. Alors ça, on va dire, c'est la manière la plus crue sur laquelle je peux l'annoncer. Évidemment, il y a différents niveaux avec lesquels on peut approcher la question. On en a déjà parlé d'un. Lors de la première table ronde, Loïc Chenet-Girard, vous n'étiez pas là, je crois, hein, je ne vous ai pas vu dans l'Assemblée, mais néanmoins je vous résumer rapidement. On a parlé de planification industrielle, évidemment avec la création de richesses dans les territoires, notamment du fait de la création d'emplois. Quand on parle emploi aux personnes dans les territoires, évidemment on leur parle de ce qu'ils ont quasi de plus cher. Permettez-moi du coup de vous poser la question, comment est-ce que la région se positionne pour accompagner justement toute cette dynamique, et notamment s'agissant de l'éolien et l'éolien offshore? Bonjour à tous. Ravi effectivement d'être devant vous. Je ne vais pas parler de la planification des énergies renouvelables à terre, même si en tant que président de région Bretagne, j'aurais beaucoup de choses à dire, notamment sur les sujets qui concernent la méthanisation ou le photovoltaïque au sol. Mais je vais parler là en un instant des énergies marines renouvelables. Les régions maritimes ont une responsabilité dans l'aménagement de leur territoire et notamment les infrastructures portuaires pour adapter les infrastructures portuaires aux énergies marines renouvelables. Et il nous faut de fait de la visibilité pour que les industriels puissent en confiance venir travailler avec nous sur leur implantation, permettant de renforcer ou de créer l'acceptation sociale dont vous aviez parlé et quelque part le projet commun qui permet de se dire que nous sommes capables, avec les énergies du vent en mer, de produire de l'énergie nécessaire pour l'ensemble de notre société. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous sommes dans un moment de brouillard politique qui fait qu'on a du mal à nous projeter. Et nous avions déjà du mal avant, alors c'est dire si aujourd'hui on a vraiment beaucoup de mal. Le parc de Saint-Brieuc, il a été lancé à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. On l'a inauguré la semaine dernière. 14 ans. 14 ans. On a eu 3 présidents de la République. On a eu 7 premiers ministres. On a eu un nombre considérable de ministres de l'énergie pour pouvoir tenir les investissements, tenir les promesses. C'est très complexe. Donc il faut nécessairement de la planification qui soit assumée par les territoires, parce que les territoires sont les garants du temps long. Les maires, les présidents de département, de région sont des garants du temps long avec des mandats de 6 ans, permettent de dire aux habitants, voilà, on ne va pas changer tous les 3 mois de politique publique. Planification indispensable. Discussion entre l'échelon national et local pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de cohérence dans les décisions qui sont prises. Une décision nationale qui vient percuter la concertation publique, par exemple sur l'implantation des champs éoliens en mer, nous fait perdre du temps, et donc fait perdre du temps aux industriels, voire met en risque des projets industriels. Et là, on le voit bien, les annonces du gouvernement précédent sur l'ambition en nombre de mâts au large de nos côtes est considérable. Si on ne le fait pas avec méthode, on va se planter. Et puis le dernier point, et j'en reste là, c'est effectivement la certitude d'avoir des emplois industriels dans nos territoires, et donc le local content. L'effort que doit faire l'Union européenne et les États membres dans les appels d'offres pour faire en sorte que nous soyons assurés d'avoir des emplois qui correspondent aux éoliennes qu'on va tourner au large. Sinon, on n'y arrivera pas et tout le monde va s'épuiser. Alors Christophe Bouillon, loin de moi l'idée de vouloir remettre entre guillemets une couche sur la nécessité de planification, mais vous êtes d'accord avec Monsieur le Président de Bretagne, s'il n'y a pas de planification en amont, si on n'a pas la boussole derrière, créer de la valeur dans les territoires et intéresser directement les riverains, c'est compliqué? Alors bien sûr, je suis d'accord avec Loïc, d'abord parce que je suis souvent d'accord avec lui, mais en plus parce que c'est du bon sens. Il faut se fixer un cap, un horizon, et surtout s'y tenir. Parce que la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est une sorte d'effet, non pas stop and go, mais go et stop. Et c'est préjudiciable pour construire, établir une filière. C'est difficile aussi pour les élus qui ont ce temps long, un temps long, mais un temps long qui a des chronologies, en tout cas des rythmes et des cycles un peu particuliers. Je tiens à le souligner, étant ici la voix des collectivités locales, qu'on est à 16 mois de la fin du cycle municipal. Et que
on évoque souvent dans un certain nombre de trajectoires, de stratégies, des horizons qui sont 2030, 2035, on l'évoquait dans la table ronde précédente, voire 2050. 2030, ça sera simplement 4 ans après le début du mandat qui arrive. Et dans un temps municipal, ça passe très très vite. Il y a un temps pour concevoir les projets, pour les mettre ensuite en route. Et ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui est quelque part dramatique d'un point de vue climatique. Pourquoi? Parce que si on met d'un coup d'arrêt, un coup de frein violent aujourd'hui à toutes les initiatives qui sont prises à l'échelle des territoires et qui sont financées en partie par des accompagnements, je pense notamment au Fonds vert, qui malheureusement aujourd'hui, on nous annonce des perspectives qui le voient fondre plus vite que la banquise, c'est-à-dire que des collectivités locales qui étaient prêtes à se lancer dans des perspectives, dans des réalisations pour accueillir des projets d'énergie renouvelable, pour s'engager fortement là-dessus, risquent d'être contrariées fortement. Et le temps qu'on ait des nouvelles équipes, ou même si ce sont des équipes qui continuent, que les choses se remettent en œuvre, on risque de perdre un temps précieux. Loïc évoquait à l'instant la question de l'acceptabilité, et il a raison. Mais plus que l'acceptabilité, j'ai envie de dire, il y a la désirabilité. La difficulté qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui à l'échelle de nos territoires, c'est en quelque sorte que les territoires se battent quasiment pour obtenir ces projets. C'est vrai qu'il faut qu'on change un peu de paradigme. Jusqu'alors, on est confronté, on ne peut pas l'ignorer, à des enjeux d'acceptabilité, en tout cas d'appropriation des projets par la population. Et il y a des mesures qui figuraient dans la loi d'accélération des énergies renouvelables qui peuvent permettre, par différents fonds, par exemple, de favoriser cette notion d'impact pour les territoires. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi faire en sorte que demain, sans doute, il y aura des territoires qui ne pourront pas acquérir ce type de projet. Et il y en a d'autres que, s'ils sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, premiers à faire savoir qu'ils sont prêts à accueillir ces projets, ça peut changer la donne. Et par rapport aux impacts positifs, on a cité l'emploi, c'est vrai. On a cité bien évidemment les contributions pour les collectivités, mais il y a aussi, et il faut le souligner, dans un contexte difficile aujourd'hui pour les collectivités, des moyens de faire des économies aussi. Moi, ce que je vois depuis quelques années maintenant être vraiment une constance chez beaucoup d'élus, c'est cette notion de mix énergétique qu'on a perdu de vue. On est malheureusement parfois enfermé dans des débats classiques en France, tout nucléaire ou contre, etc. Je pense que ce qu'avait apporté la loi de 2015 sur la transition énergétique et la croissance verte, c'était ces notions de mix. Et qu'est-ce que font les élus aujourd'hui, confrontés au prix vertigineux parfois de l'énergie qu'ils ont connu il y a quelques mois de cela, et puis à la question des ressources qu'ils cherchent en permanence, ils sont dans le mix. C'est-à-dire qu'ils se disent, je vais faire un peu de photovoltaïque, je vais faire un peu d'éolien, je vais faire un peu de géothermie, je vais faire tout ce qui correspond à la réalité de mon territoire, et je veux, excusez-moi cette expression de normand, ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et donc il faut qu'on puisse dire aux collectivités locales, qu'on sorte au niveau national de ces débats qui n'ont plus lieu d'être, presque des guerres de religion, notamment qui pèsent à cause du poids du nucléaire dans notre pays. Et au-delà de ça, il faut permettre aux élus locaux qui sont convaincus par cette idée du mix, de leur donner du temps, beaucoup de temps, pour permettre de mettre en œuvre l'ensemble de leurs projets. Loïc Chenet-Girard, Christophe Bouillon disait que les collectivités devraient se battre pour avoir des projets ENR sur leur territoire parce que ça crée de la valeur. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe pour l'éolien en mer, où finalement on se dit où est-ce qu'on va les placer parce que personne ne veut trop les avoir dans son champ de vision. Comment est-ce que la région, elle accompagne ça? Comment est-ce qu'elle accompagne les débats de manière effectivement à aller au-delà de l'acceptabilité et aller vers une désirabilité? Je pense qu'il faut travailler le thème de la désirabilité en parlant de liberté. Si on produit notre énergie, on est libre. Si on achète notre énergie à des dictatures ou à des pays qui ne nous veulent pas du bien, on n'est pas libre. Mais ça, c'est compliqué. Non, mais il faut qu'on assume cela quand même. Nous, les élus locaux, il faut qu'on assume. De dire que quand on allume la lumière ou quand on se chauffe, si on se chauffe avec une énergie qui provient d'une énergie fossile, c'est déjà pas bon pour la planète, mais qui vient de pays qui, encore une fois, ne sont pas nos amis et veulent même, pourquoi pas, la destruction de notre manière de vivre, on a quand même des questions à se poser.
les énergies renouvelables sur nos territoires, c'est notre liberté, c'est le maintien de la démocratie, c'est le maintien de notre capacité à être maître de notre destin. Si on ne le porte pas tous, depuis les maires jusqu'au président de la République, effectivement, on va avoir du mal à avoir cette désirabilité que l'on doit construire. 2, on ne peut pas demander... J'ai un fan dans la salle, merci. 2, on ne peut pas demander aux citoyens d'accepter des éoliennes sur terre ou en mer s'il n'y a pas des retours positifs. Parce que une centrale nucléaire, c'est facile. Vous fermez un carré, vous mettez des militaires, et puis ça va vite. Il y a une loi d'exception qui est mise en place, et c'est réglé. Une éolienne, le maire qui doit l'assumer, il doit assumer dans un modèle démocratique où les citoyens ont le droit, et c'est légitime, de faire des recours, de venir devant les différentes autorités pour dire qu'ils contestent ce projet. Même chose sur l'éolien en mer. Pour faire en sorte qu'on avance, soit on supprime la liberté, et moi je suis un démocrate, je veux qu'on assume dans notre pays d'avoir des voies de recours, et tant mieux qu'on les ait, il faut que ça aille plus vite et que la justice ait des moyens, mais heureusement qu'il y a des voies de recours dans une démocratie, mais il faut aussi qu'on explique pour abaisser ces points de désaccord et faire en sorte que le citoyen soit sponsor, soit soutien de ces projets. Et bien effectivement, il faut qu'il y ait des retours. Le retour, c'est la chaîne d'emploi. C'est de faire en sorte que les filières industrielles s'implantent chez nous. Parce que si on rate ça, quelque part, on va perdre notre destin commun. Et donc quand des présidents de région ou des présidents de département ou des maires investissent sur des infrastructures portuaires, 250 millions d'euros pour la Bretagne, et que les appels d'offres ne permettent pas, de par le local content, de faire du fabriqué en Europe, voire fabriqué en France, ben effectivement, on se retrouve avec potentiellement une partie des emplois qui s'éloignent. Comment voulez-vous dire après aux citoyens qu'il a raison de nous faire confiance? Et puis au passage, comment voyez-vous que le citoyen juge les travaux qu'on fait au port de Saint-Nazaire, de Brest ou du Havre, si le business ne vient pas? Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est la fiscalité des éoliennes en mer. Alors là, il faut qu'on ait un débat avec les maires. Parce qu'aujourd'hui, on a inventé une fiscalité ringarde à la fin des années 2000 qui consistait à dire on va donner une fiscalité aux communes qui sont impactées visuellement par les éoliennes. Sous-entendu, c'est tellement moche qu'on va vous indemniser en vous donnant de l'argent. Résultat, on a des communes en Bretagne qui touchent 800 000, 1 million, 1,2 million par an parce qu'à 14 km au large, il y a le champ éolien de Saint-Brieuc. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est l'honneur d'avoir ces champs éoliens au large qui participent à notre liberté. Donc la fiscalité, elle ne doit pas aller alimenter quelques rentes de communes qui sont en co-visibilité, mais doit venir alimenter l'investissement des élus locaux, depuis les communes, intercommunalités jusqu'aux régions, qui investissent dans l'écosystème, les infrastructures, la formation, l'accompagnement de la montée en puissance de la filière. Et il faut que les entrepreneurs qui sont dans les parcs de demain nous accompagnent dans ce débat. Vous voulez dire qu'aujourd'hui que l'IFER, c'est de l'argent qui n'est pas fléché en fait? Alors nous, sur les taxes éoliennes, c'est des taxes éoliennes qui sont produites sur les gigawattheures et qui sont distribuées sur les communes en co-visibilité. Même pas les intercos. Donc c'est pas l'IFER. Les communes, c'est pas l'IFER. Et cette taxe sur les EMR, elle doit absolument être révisée. Mais effectivement, je comprends qu'un maire qui touche 1 million sur un budget de 2 millions en fonctionnement, chers collègues maires, c'est une manne, n'ait pas envie que ça bouge. Mais à un moment donné, c'est une gabegie. Et il faut que tout le monde se penche sur ce sujet, les parlementaires, les élus locaux et les industriels, parce que sinon, ils n'auront plus de capacité à voir les élus locaux être accompagnateurs de la structuration de la filière. Bon, il y a un petit sujet de ce point de vue-là, effectivement, à creuser, parce que 1 million sur un budget quasiment identique ou à peine plus élevé, effectivement, ça paraît complètement fou. Philippe Heitz, vous êtes maire de Burdignes, vous représentez donc l'AMRF, comme je le disais tout à l'heure. Alors, le président de région, tout à l'heure, disait le besoin pour les administrés, de leur faire comprendre qu'ils peuvent être fiers de la liberté qu'ils acquièrent avec les énergies renouvelables. Est-ce que c'est ce sur quoi vous avez notamment communiqué dans votre propre commune, puisque vous avez un projet éolien, alors qui, je crois, n'est pas encore sorti de terre, ou en tout cas qui a mis longtemps à le faire? Tout à fait. Je vais vous apporter aujourd'hui le témoignage d'un maire rural d'un village de 400 habitants, à 1000 mètres d'altitude dans le Massif central, dans la Loire, qui est engagé depuis 15 ans dans le développement d'un projet éolien partagé, et donc qui s'appelle les ailes de Taillard,
et qui n'est pas encore en sortie de terre, effectivement. Nous avons lancé l'idée, les débats, les premières consultations de la population il y a 15 ans et nous sommes aujourd'hui en Conseil d'État. Toutes les autorisations ont été obtenues en 2018 et voilà 5 ans que nous sommes encore entre les mains de la justice. Bon, petite 15 ans, c'est long quand même. Aujourd'hui, oui, c'est quand même, ça pose un sérieux problème. Je pense qu'aujourd'hui, on sera très consensuel sur cette table ronde entre élus, parce que je vois qu'on a bien les mêmes dispositions d'esprit, les mêmes réflexions à nos niveaux respectifs. Et je voulais aussi dire que, outre ce témoignage d'un projet éolien partagé, j'apporte aussi le témoignage de l'Association des maires ruraux de France, qui a mené en 2023 une sorte de convention citoyenne pour le climat, version élue. Donc un grand atelier sur la transition énergétique qui a consisté à réunir une centaine de maires de toute la France, avec toute notre diversité, à la fois régionale et politique, pour réfléchir à la transition de façon très globale, pas que la sobriété, les énergies renouvelables, mais aussi l'eau, la forêt, les aménités rurales, etc. Donc je vais vous apporter ces témoignages sur ces deux aspects. Si on peut projeter la slide que j'avais préparée, effectivement, ça vous permettra de voir que... On avait transmis une slide en régie pour qu'elle soit projetée. Derrière moi, je ne sais pas si on l'a, mais je vous propose de dérouler votre propos le temps que ça revienne. Je vais le faire. Ça arrive. Je voulais vous montrer par cette slide les dizaines de citoyens qui sont derrière ce projet éolien partagé, puisque les ailes de Taillard sont une initiative de la communauté de communes des Monts du Pilat, qui détient 25% du projet, des parts de la SAS. Il y a un collège des citoyens où on est 120 citoyens, des associations qui détenons 25% du projet également. Et c'est ensemble qu'on a fait un cahier des charges pour faire un recrutement, un appel à candidature pour trouver notre partenaire industriel, qui lui maintenant détient 50% du projet. Donc c'est bel et bien un projet partagé dès le développement. Et dans votre questionnement pour préparer, merci, pour préparer cette intervention, vous me posiez la question finalement des dispositifs de développement propres à embarquer la population. Alors embarquer la population, il y a deux manières de faire. Soit vous leur promettez une croisière pour 5 ans en leur donnant accès à une partie de la dette grassement rémunérée, et puis au bout de 5 ans, vous les posez à quai. Soit vous les embarquez comme copilotes dès le départ pour effectivement mener le développement du projet et pas seulement le financement au moment de la construction. Lequel projet peut éventuellement être une galère, mais on a besoin de bons rameurs et on a besoin de bons pilotes aussi. Et les bons pilotes, effectivement, pour les ingénieurs de développement, qui sont-ils? Ceux qui connaissent le territoire, ceux qui connaissent les écueils, ceux qui connaissent les courants qui montent, qui descendent, ce sont les élus ruraux. Et je rappellerai un slogan de la MRF qui précise que les communes rurales, moins de 3500 habitants, c'est 88% du territoire et 22% de la population. Et qui plus est dans l'éolien, particulièrement les éoliennes seront forcément rurales. Donc je pense qu'il est important, et ça c'est un message à l'intention des développeurs, n'hésitez pas, prenez contact avec les élus pour que effectivement vous trouviez des bons pilotes, des bons intermédiaires sur le terrain qui feront le lien avec la population. Alors, si vous me permettez, je vais rester fidèle à la parole aux conclusions du grand atelier pour vous donner quelques-unes des conclusions, puisque vous me demandez des moyens concrets de faire avancer les choses. Donc, je vais prendre un extrait du rapport final de 96 pages que le grand atelier a publié, dont vous voyez les références derrière moi, qui est téléchargeable sur le site de l'AMRF. De même que vous trouverez une excellente vidéo aussi sur le projet des ailes de Taillard sur le site des ailes de Taillard. Donc, la centaine de maires qui a travaillé au Grand Atelier, en termes d'éolien, a fixé un certain nombre, a conclu un certain nombre, après un gros débat, hein, ça n'a pas été toujours simple, parce que l'éolien reste toujours clivant, a conclu sur différents moyens. Intégrer les communes et les parties prenantes à la gouvernance des projets éoliens. Si les communes sont au cœur de la gouvernance, les projets qui en découleront seront plus vertueux pour le territoire. Alors comment fait-on? Créer des structures juridiques pour développer et exploiter des parcs éoliens. Les communes doivent posséder une partie significative du capital. Effectivement, c'est ce qu'on a fait en 2013 en créant la SAS, les ailes de Taillard, en donnant cette répartition du capital 25, 25, 50. Et on a innové en faisant quelque chose qui n'est pas
classique dans les sociétés capitalistes, c'est de ne pas dire une action, une voix. On a décidé de découpler la détention du capital de la gouvernance. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, c'est inscrit dans notre pacte d'associés, quoi qu'il arrive, au comité stratégique qui pilote la SAS, il y aura toujours 2 sièges pour la collectivité, pour les collectivités, 2 sièges pour les collèges des citoyens et 4 sièges pour l'industriel. On est obligé de s'entendre. Et je peux vous garantir que ça marche bien. Je peux vous garantir, et c'est aussi un message aux développeurs, que quand nos ingénieurs projets viennent sur le terrain, ils ont un grand sourire, parce que clairement, ils se font plaisir à travailler avec nous. Donc voilà, ça c'est un moyen. Il faut ne pas hésiter à nous associer le territoire à la gouvernance des projets. Ça veut dire aussi au capital. Autre moyen, impliquer l'ensemble des parties prenantes au sein d'une gouvernance de projet ouverte, ouvrir le comité de pilotage. Bon, il y a toute une organisation collective à mettre en place, un comité de pilotage large pour la concertation avec tous les usagers de l'espace. Puis après, on fait un comité de pilotage restreint qui préfigure le comité stratégique qui va piloter la société après. Alors, je ne vais pas être trop long, vous pourrez retrouver toutes ces propositions. Sur le site de la MRF. Oui. Pardon ? Sur le site de la MRF. J'assiste aussi, je salue l'action de l'ADEME qui a mis au point le réseau des générateurs, qui sont des conseillers spécialisés pour l'accompagnement des collectivités pour les projets renouvelables. Parce qu'effectivement, les maires ruraux ont constaté qu'on a un problème. On a un besoin d'ingénierie pour ces projets qui sont complexes. Ceci dit, je m'inscris en faux avec l'affirmation qu'il faudrait que les élus soient forcément incompétents au niveau technique. Je pense qu'au contraire, je pousse mes collègues à se former, à s'informer, pour que nous puissions discuter d'égal à égal avec nos partenaires techniciens. Parce que sinon, on a le risque de se faire mener en bateau par les ingénieurs, etc., les lobbyistes de tout poil. Et je pense que les élus doivent monter en compétences. On est élu, ce n'est pas un examen, mais néanmoins, on a l'obligation, je pense, de monter en compétences. Merci à vous pour cet éclairage donc, sur les préconisations de l'AMRF. Je voudrais revenir avec vous, Christophe Thomas, puisque vous êtes développeur au sein vous représentez un développeur avec Engie, donc renouvelable. Les développeurs que citait Philippe Hetz en leur disant effectivement qu'ils s'impliquent tout particulièrement aux côtés des collectivités. Et du coup, ça me permet de vous poser la question simplement, comment est-ce que vous le faites? Comment est-ce que vous vous impliquez davantage avec les acteurs du territoire? Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation et puis pour ce sujet que je trouve, en tout cas chez Engie, qui nous mobilise beaucoup depuis un certain nombre d'années sur comment, effectivement, derrière ce mot projet de territoire, qu'est-ce qu'on met? Comment est-ce qu'on le matérialise? Et c'est sur cette base-là que finalement Engie Green a commencé donc la filiale d'Engie qui développe en France donc des parcs solaires et des parcs éoliens, a réfléchi sur comment est-ce qu'on peut de ce concept lui donner de la chair et tangibiliser des engagements. Donc c'est de là qu'on a travaillé en 2022 donc sur un label qui s'appelle Transition énergétique durable, et où dedans on s'est dit que pour embarquer les élus et pour embarquer le territoire, il faut qu'on ait une méthode claire et transparente. Donc 9 engagements, à la fois sur le territoire, sur la nature, donc la biodiversité est à l'intérieur, et le climat, et puis différents niveaux, soit c'est de la mesure, soit c'est de la sensibilisation, soit c'est du partage. Mais je rejoins complètement ce que disait M. Henst à l'instant, c'est que ce serait bien d'aller voir le maire. Pour nous, c'est le premier engagement. On va voir le maire. C'est le premier acteur qu'on va voir dans un développement de projet. Et ensuite, voilà, le deuxième élément que vous évoquiez, c'est la connaissance. Et le deuxième engagement qu'on a, c'est qu'on partage les résultats. Les études d'impact, on s'assure que, et un de nos engagements, c'est bien démontrer qu'on travaille avec des bureaux d'études qui sont indépendants. Pourquoi on a écrit tout ça? C'est finalement plusieurs dizaines d'années, une bonne dizaine d'années de développement qui nous ont permis de recueillir les bonnes pratiques et qu'est-ce qui a fait que des projets sont sortis et d'autres sont pas sortis. Donc
faites-le avec nous, mettez en place on a des référents du dialogue territorial qui viennent accompagner les développeurs sur le territoire pour faire des porte-à-porte, expliquer, essayer de convaincre et surtout partager de la connaissance parce que il est vrai que voilà, tout le monde n'est pas compétent en matière éolienne ou solaire. Donc il faut ce temps et il est indispensable pour mettre les acteurs à niveau et pouvoir aller à un moment vers une décision locale, une décision politique qui soit équilibrée. Donc ça, c'est un élément qui est très important pour nous. Et je trouve que on s'est beaucoup focalisé au début, voilà, sur. Enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la planification. C'est comment est-ce que, avec cette planification, on va avoir un récit national qui va essayer d'embarquer et de faire en sorte que n'importe quel citoyen va se dire, ben, je suis cette histoire. On se rend compte que c'est pas suffisant. Enfin, ça rend potentiellement acceptable et on peut commencer à discuter, mais ça rend pas désirable. Donc on a travaillé avec les élus pour, bien évidemment, rendre la concertation la plus fluide et la plus constructive possible. Et on a aussi travaillé et on a des projets. Et je crois que la Bretagne est un bon témoin parce qu'on a beaucoup de SEM et beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés pour prendre des participations dans nos sociétés de projet. Enfin, c'est d'ailleurs plus souvent les sociétés de projet des SEM et nous, on est inclus dedans. Enfin, voilà, on a observé une évolution assez forte dans le domaine et qui est salutaire parce qu'on sait que c'est la clé pour pouvoir œuvrer dans un territoire. Et nous, ça nous convient bien. Et on se rend compte que ça va convaincre un nombre d'acteurs, mais qui... Voilà, on choisit de plutôt s'intéresser à l'énergie que d'animer, ou d'entraîner les gamins au foot ou de suivre l'équipe de vélo. Enfin voilà, ça demande quand même une énergie assez importante. Autre outil qu'on a décidé, qu'on a développé, et je suis pas, il n'y a pas qu'Engie Green ou Engie qui le fait, hein, il y a d'autres acteurs. C'est tout ce qui va concerner le financement participatif. Mais là, la limite, elle va être aussi économique. Il faut que des gens aient de l'épargne à investir. On ne peut pas embarquer tout le monde. Et donc, on avance pour essayer de se rapprocher de plus en plus du riverain ou de l'habitant de la commune. Et comme le disait la présidente Anne-Catherine de Tourtier tout à l'heure, il faut arriver à toucher le citoyen et le levier qu'on l'on voit, c'est effectivement son pouvoir d'achat. Et c'est comme ça que, et je laisserai Julia aussi expliquer leur démarche, mais on se rejoint là-dessus, c'est comment est-ce qu'on peut soutenir une facture énergétique, une facture électrique avec un système de gratification, de bonification sur la facture. Donc faire baisser la facture d'un citoyen, c'est une offre qu'on propose à nos, dans les collectivités où on développe des projets. Ça, c'est plutôt, attention, il y a un côté éthique quand même dans l'histoire, c'est que ça se fait une fois qu'on a les autorisations et une fois qu'on a tous les droits à construire et les schémas de valorisation. Avant, ça peut être mal perçu. Ça rentre dans le registre, je laisserai les juristes en parler, mais on est plutôt dans une forme de corruption passive. Voilà. Donc attention à ça. Enfin, en tout cas, nous, ça a été une extrême vigilance sur ce point. Et c'est vrai que voilà, aider à ce niveau-là, aider à la collectivité au-delà de la fiscalité par une dotation, on appelle ça nous un bon énergie, qui va permettre de faire ce partage de la valeur dont on parle assez souvent mais sans forcément le matérialiser. C'est quoi ce bon énergie? C'est un chèque énergie, c'est ça? C'est une dotation offerte, enfin en tout cas fournie à la commune pour qu'elle décide, et c'est elle qui décide ce qu'elle fait avec. Elle peut faire des chèques énergie, si elle a des foyers précaires, elle peut envisager de les soutenir, mais elle peut aussi avoir des projets qui sont liés à l'énergie, hein, l'isolation d'un bâtiment public, la solarisation d'un autre, etc. Donc ça,
voilà. Et la troisième étape, ça va être de voir comment est-ce que tous les partenariats qu'on faisait dans le cadre des offres de concours ou des choses comme ça, on arrive à les structurer davantage pour faire en sorte que finalement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, Président Chenet, c'est sur le fait qu'il faut qu'il y ait des retombées à un moment. Enfin, faut que finalement cette électricité qui est un bien intangible devienne tangible et que dans la vie des habitants, ils puissent faire le lien entre l'équipement et ou des services ou sa facture d'électricité. Voilà. Donc mais ça a été un processus qui a été assez itératif, mais qui, du label à la concertation, au financement participatif, investissement, etc., nous amène maintenant à essayer de cibler davantage. Ce qui, je le mets un peu au débat, nous pose la question on quitte un peu l'intérêt collectif parce qu'on va vers chercher de l'individu. On va y revenir. Et ça, c'est un... sur la question du sens, du sens que l'on donne à ça. Mais avant qu'on revienne sur la question du sens plus largement, je voudrais qu'on élargisse le panel effectivement des solutions qui sont proposées dans cette logique d'intéressement quand même plus direct des riverains au projet des énergies renouvelables. Avec vous, Julia Bassili, je le disais, vous êtes de RWE Renouvelables et vous aussi, je crois, vous avez développé certains outils dont vous pouvez peut-être nous faire part. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas pour ce panel très intéressant et qui donne une vue très locale, territoriale. Et nous, en tout cas, avec Christophe, on a envie en tout cas de vous partager les éléments qui nous font travailler au quotidien et qui, en tout cas, œuvrent à l'électrification et l'industrialisation. C'est notre cœur. Je voulais juste refaire un petit retour en arrière sur les propos qu'Anne-Catherine mettait en avant tout à l'heure. Elle parlait du pouvoir d'achat que tu mettais aussi en avant, Christophe. Moi, je dirais plutôt c'est le coût de la vie. Aujourd'hui, quand on travaille dans les territoires depuis plus de 20 ans, dans les énergies renouvelables, on travaille avec des citoyens, avec des collectivités qui comptent chaque euro. Et c'est chaque euro qui, au sein de nous, de notre système de concertation, nous a mis un peu la puce à l'oreille en disant c'est pas possible. Nos territoires ont besoin, en tout cas, d'un accompagnement différent de l'IFER ou de la fiscalité ou bien de différents process par lesquels on y arrive. Et donc c'est pour ça, à l'échelle de RWE Group, donc c'est-à-dire monde mais aussi Europe, il y a un peu plus de 2 ans, avant que la loi d'accélération soit mise en place, déployée, réajustée, pour aboutir à quelque chose qui ne nous permet pas en tout cas d'avoir des applications directes, nous avons travaillé sur des mesures d'accompagnement et du partage de la valeur. Où là, on s'est dit, la fiscalité est une chose, on la voit évoluer, on la voit également donner des dividendes à des collectivités qui ont de moins en moins de dotations, certes, mais quand on est en concertation et que vous avez un collectif de riverains qui veut adhérer à votre projet, en tout cas, on n'avait pas les outils pour y arriver. Donc, je ne vais pas revenir sur les outils que tu as déployés parce qu'on les déploie tous en tant que développeurs, c'est-à-dire des pas de temps différents, et c'est sur ça que je vais poursuivre en tout cas mon intervention, c'est qu'on va avoir des pas de temps très courts avec des actions en one-shot, c'est-à-dire une fois que le parc est autorisé, on fait une dotation pour refaire quelque chose, en tout cas sur le territoire, on fait un appel à concours. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que notre impact a un impact social. L'acceptabilité des territoires fait en sorte que le parc qui tourne, que ce soit du solaire, du PV, du solaire, de l'éolien ou de l'offshore, on doit partager la valeur. J'ai tendance à dire, en tout cas avoir cette expression, je préfère avoir 50% de quelque chose que 100% de rien du tout. Et ce 50% de quelque chose, c'est quoi? C'est travailler sur le court terme avec des dotations sur lesquelles on y arrive, sur celle que tu proposes aussi, Christophe, c'est-à-dire l'éolienne qui va tourner, les panneaux qui vont être en face, c'est moi, ma facture d'électricité, parce que depuis 20 ans, je l'entends, les gens me disent, mais Julia, comment on fait aujourd'hui? Pourquoi ce qui est produit là, on n'a pas des dividendes? Alors oui, là, on est sur une action qui est à peu près de 5 ans, où grâce au parc qui tourne, c'est-à-dire vous, ça s'appelle... Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, on vous entend très bien. Oui, on vous entend très bien, un peu trop même. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je ne sais pas qui nous parle. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on l'entend. S'il pouvait appuyer sur des boutons pour nous aider à plus d'électrification et d'énergie renouvelable, on est d'accord. Vous voulez dire que c'est lui? La voix de Dieu, peut-être. 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 Et là, on y arrive, puisqu'on a des offres locales d'électricité sur le pas de 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on aide le riverain, on aide le Kidam,
qui n'a pas simplement vu sur des éoliennes comme pour le parc offshore. C'est-à-dire que grâce à la concertation mise en place, on définit un périmètre ensemble pour savoir qui peut se lancer. Et comme le disait aussi Christophe, on a un gros problème de compliance et surtout de corruption. On doit être extrêmement vigilant. Donc c'est vrai que les 5 ans sur votre facture d'électricité, vous les avez qu'au bout de 10 ans quand le parc est seulement construit. Parce qu'on a aussi cette problématique. Nos parcs éoliens mettent 10 ans. Allez, je vous donne espoir. On en a mis un en service, ça faisait 20 ans. Donc voilà, on y arrive tous à un moment donné. Donc il faut en tout cas aussi pouvoir travailler en amont. Donc on a des mesures de crowdfunding, mais comme d'autres font aussi. Et à mesure de la réflexion, on s'est dit, mais dans notre boîte à outils, on ne travaille pas avec le pacte social et le pacte local. Et c'était comment, non pas sur des périodes de 2 ans, 3 ans, 5 ans, on arrivait à toucher le Kidam et le foyer. Parce que comme le dit souvent Michel Jurian, notre délégué en tout cas de France Renouvelable, c'est qu'on doit être visible. On est visible par nos projets, mais on doit être visible également sur une facture d'électricité, mais au quotidien sur le long terme, parce que le parc qui est installé, il est là pendant au moins 20 ans. Et donc, chez RWE en France, on a créé ce qu'on appelle le FDR, le Fonds de dotation régional, qui se distingue des fonds de dotation que d'autres peuvent avoir, puisque nous, c'est le parc éolien, le parc solaire, qui contribuent localement à redistribuer à des associations sur 3 thématiques. La biodiversité, qui est un élément majeur, ancré dans nos gènes en tout cas. Le patrimoine local, ne l'oublions pas, Stéphane Bern, il nous a eu grâce à ça, mais nous aussi, en fait, on peut y arriver. Et le 3e, sur lequel, en tout cas, j'ai une attention plus particulière, parce que ancienne élue également de mon territoire, d'un territoire dans les Hauts-de-France, en Picardie, la précarité énergétique. Et aujourd'hui, ce fonds de dotation a été lancé dernièrement, on a fini nos statuts, et on a 3 projets sur lesquels on lance ce fonds de dotation. Et on a des élus qui sont extrêmement enchantés. Ils ont déjà des associations par lesquelles ils vont pouvoir passer en tout cas toutes les commandes. Et on a des élus qui nous disent on va aider des gens à mettre des packs, des pompes à chaleur. Et ces pompes à chaleur, elles ont tendance à quoi? À augmenter la consommation électrique et avoir un besoin aussi local. On a des élus qui nous disent moi j'ai mon clocher qui n'est pas classé, hélas. C'est le petit patrimoine local. Grâce à des associations, il va y arriver. Et on a enfin aussi dans ce fonds de dotation des lignes qui nous permettent également de travailler avec les écoles, parce que c'est aussi par de la pédagogie que l'on arrive en tout cas à des collaborateurs futurs, en tout cas dans nos équipes. Loïc Chenet-Girard, ce FDR, ça ne ressemble pas un petit peu à une possibilité de réorienter la taxe que vous évoquiez tout à l'heure sur les communes qui sont frontalières, donc des champs? Ce ne serait pas quelque chose de désirable ou d'adapté, effectivement, pour flécher quelque part cette manne que vous dénonciez, entre guillemets, ou en tout cas pas forcément justifiée, pour la réorienter vers des projets qui sont souhaitables, notamment en matière énergétique, mais pas que? Encore une fois, la fiscalité des énergies, elle a toujours existé. Les régions vivent notamment sur une part de TICPE, sur le gasoil. Donc ça existe de tout temps. Cette fiscalité-là, elle doit juste être bien positionnée et comprise et par ceux qui payent et par ceux qui la reçoivent pour servir l'intérêt général. Bon. Après, il y a effectivement des initiatives comme celle-ci qui sont intéressantes parce qu'elles entraînent un collectif. Et sur le parc de Saint-Brieuc, Daniel Cueff, le vice-président de la maire de la région Bretagne est là. Nous avons obtenu une dizaine de millions d'euros pour un fonds qui permet d'accompagner des projets collectifs sur les Côtes d'Armor, permettant effectivement d'aménager, de transformer le territoire issu d'euros qui viennent des électrons renouvelables de la baie de Saint-Brieuc. Et puis après, il y a l'individu, le citoyen, qui effectivement doit être entraîné dans le projet. Tout cela est très positif et il faut y travailler. Mais je le redis, notre responsabilité d'élu, notre responsabilité à tous, c'est de proposer un projet de société dans lequel on s'offre notre liberté future avec des énergies renouvelables. Parce que ça, c'est un vrai travail de fond puissant qui doit se mettre en place pour ne pas être seulement sur effectivement l'espérance qui est déjà importante d'une dynamique locale. J'ai vu la manifestation chez vous, c'est rare les manifestations pour, et c'est plutôt agréable, donc il faut encourager cela, et bravo, ou les initiatives d'entreprises qui entraînent des collectifs, mais cette société européenne, cette vieille démocratie européenne, et la France en particulier, elle doit
réussir à se dire, voilà, notre destin commun, c'est d'être autonome en énergie et en énergie renouvelable. Si on ne produit pas cette manière de penser dans notre réflexion commune, on n'y arrivera pas. Parce qu'en plus, on a le sentiment de déborder d'énergie, ce qui est faux. Ce qui est faux. Quand on a fait les réseaux électriques ou les réseaux de téléphonie après-guerre, quand on a fait les châteaux d'eau, l'acceptation sociale, elle était là, puisqu'on passait de rien à l'électricité, de rien au téléphone, du puits à l'eau courante. Là, on passe d'une énergie fossile lointaine où on ne voit pas ce qu'on fait à l'autre bout du monde, et avec des impacts complexes, mais qu'on ressent violemment, mais de manière diffuse, à une énergie renouvelable où on a l'impression qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Non, c'est positif, mais il faut qu'on l'entraîne. C'est important, à mon sens. Je voulais revenir avec vous, Christophe, sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, parce que, Monsieur le Président, je vous donnerai alors, Christophe Thomas, et je reviendrai vers vous, rassurez-vous, Christophe Bouillon. Le président de région disait effectivement le destin commun. Et en même temps, vous pointiez tout à l'heure, et je vous ai coupé parce que je voulais effectivement qu'on y revienne un petit peu plus tard, le fait que face à ce désir de destin commun, finalement, les solutions qu'on trouve, c'est d'intéresser les gens plus directement. Donc au final, de privilégier leur intérêt personnel. Est-ce que là, il n'y a pas une antinomie ? Non, je pense qu'il n'y a pas une antinomie. Ou un curseur à placer. Oui, je pense qu'en tout cas, intellectuellement et même dans les démarches qu'on a conduites sur le terrain, on sentait bien qu'il y avait cette appétence pour à un moment, quand on a des personnes qui adhèrent à un projet, qui viennent aux réunions, qui ont envie d'en savoir plus sur le parc éolien, etc., qu'est-ce qu'il va faire ? On n'avait pas de solution pour dire, mais à la fin... donc ça va venir sur mon compteur et puis donc je vais pouvoir en bénéficier parce que en plus l'électricité que vous faites elle est compétitive et on le démontrait aisément. Et ça nous bloquait. Après on est plutôt dans la désirabilité, comment est-ce qu'on rend les choses acceptables, comment est-ce qu'on favorise cette intégration. Aujourd'hui on est plus complètement là-dessus. Le dérèglement climatique et la cause énergétique, elle est passée en 3e ou 4e rang dans la préoccupation des Français. Numéro 1 étant le pouvoir d'achat. Donc, comment est-ce qu'à un moment on s'adapte à un corpus social local pour essayer aussi de répondre à ça. Et oui, ça nous amène à aller vers une dynamique plus individualiste. Je ne vais pas dire égoïste, mais il y a chez certains... Intérêt particulier ? Oui, et d'ailleurs c'est un sujet qui nous pose beaucoup de questions et on participe on est partenaire d'une chaire Energy for Society à Grenoble École de Management qui fait de la microéconomie et donc et beaucoup de travaux sur voilà, comment on peut avoir des leviers économiques qui font que ça change ou pas l'acceptabilité ou la désirabilité par rapport à une décision d'un industriel ou public. Et donc, on travaille avec eux et on les questionne et ils font des tests de sondage de ce type-là pour voir quelle est l'appétence à. Et c'est vrai qu'on sent que voilà, cette question, elle peut nous revenir en boomerang. C'est qu'à un moment, on va nous dire vous achetez une paix sociale. Mais croyez-moi, ceux qui signent ce type de contrat ne sont pas du tout dans cette revendication-là. Ça va être nos opposants qui vont nous retourner ça. Mais c'est assez compliqué parce qu'on a toujours développé les projets parce qu'on savait que notre but, c'était la souveraineté énergétique, comme vous l'avez dit, notre liberté, la décarboner. C'est parce qu'on a une problématique climatique gigantesque et faire ça au niveau local, quoi. C'est comment est-ce qu'on embarque les citoyens. Et là, on était toujours dans cette dimension, l'élu, sa population, son conseil municipal. Et on se rend compte que c'est malheureusement pas assez... c'est insuffisant. Et apporter de l'information, c'est aussi des éléments qui sont parfaitement sentis. On le fait maintenant même en phase d'exploitation, on va expliquer ce qui se passe sur un parc, à l'élu et à son conseil municipal. Mais il faut encore aller un cran plus loin pour essayer d'embarquer et de rendre encore plus désirables nos équipements.
Alors la question effectivement de intérêt particulier versus intérêt général, j'ai envie de vous la poser à vous trois qui êtes élus, alors politiques en l'occurrence, anciens députés en plus, donc vous avez effectivement cette vision très collectivité mais aussi globalité avec votre activité ancienne au Parlement. Qu'est-ce que ça évoque chez vous justement cette question de possible paradoxe entre intérêt particulier et intérêt général? Alors, la première remarque quand même, c'est les efforts. La démonstration vient d'être faite que les développeurs ont bâti des chartes, ont changé le paradigme, ont mis sur la table un certain nombre de propositions très concrètes. Donc il y a eu des efforts assez remarquables, il faut le dire. Les collectivités aussi ont changé le regard qu'elles portent sur cet enjeu. La vérité souvent, c'est que, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup? Et ça vaut le coup quand on rencontre finalement l'ensemble des intérêts, quand on a un point d'accroche. Il y a l'intérêt national. Ça a été dit tout à l'heure par Loïc, la souveraineté. C'est quand même important la souveraineté. Enfin, on ne peut pas être ignorant de ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Il y a l'enjeu de la dette climatique. Il ne faut pas qu'on la perde de vue, même si dans les priorités, elle bascule entre deuxième, premier, troisième, etc. Elle reste une réalité absolue, c'est la dette climatique. Et puis la vie chère, la question de la vie chère. Elle figure en bonne place dans la préoccupation des Français. Ça, c'est l'intérêt national. Il y a l'intérêt local. Les collectivités, aujourd'hui, recherchent des ressources. Elles ont aussi des obligations. Elles ont pris des engagements. Il y a à l'échelle intercommunale des plans climat, air, énergie. Il y a au niveau des régions les engagements qui sont pris. Bref, chacun a pris aussi des engagements. Et tenir ces engagements, c'est aussi important. Et on peut le faire par ce biais, en permettant le développement des énergies renouvelables sur notre territoire. Les ressources, j'y reviens pas, ça a été très bien dit par mes deux collègues, les collectivités ont besoin en effet, soit par des ressources fiscales, soit par d'autres, soit par le fait de faire des économies, ça permet d'utiliser de l'argent qu'on plaçait dans l'énergie qui était chère pour le mettre sur d'autres types de politiques publiques. Et puis enfin, il y a l'intérêt individuel, l'intérêt des particuliers. Il est quand même sensible aujourd'hui à la vie chère. Il cherche aussi à gagner du pouvoir d'achat. Donc toute mesure qui peut venir dans ce sens-là est plutôt la bienvenue. On évoquait tout à l'heure, nos deux amis développeurs, la question, bien évidemment, d'accompagner par exemple la précarité énergétique. Mais vous savez, si je prends la question de l'eau, ça fait des années et des années qu'il existe pour accompagner les citoyens quand il y a des contrats de délégation qui sont réalisés, des chèques eau, des accompagnements aussi d'installation, d'économiseurs, etc. Donc ce n'est pas nouveau, ça se fait naturellement et ce n'est pas ressenti comme étant, entre guillemets, une façon d'acheter les citoyens. Donc accrochons ces trois intérêts, les perdons pas de vue, ne les isolons pas les uns des autres, mais malgré tout, je terminerai là-dessus, ce qu'on observe comme élu local, c'est que, et c'est ça où il y a aussi un petit changement, c'est qu'aujourd'hui les oppositions ou les difficultés pour les projets, elles sont sur tout type de projet. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que finalement, l'enjeu de l'acceptabilité, ça concernerait que la production d'énergie renouvelable. La vérité, et mes deux collègues le savent, faites une route aujourd'hui, essayez de construire un petit collectif dans un cœur de village, etc. Je peux vous dire que, bon, et il y a une question, même si je sais qu'il y a des recherches là-dessus, il y a même des études, l'ADEME en a fait, qui restent vraies, et moi qui m'interpelle comme élu, c'est souvent la question, quand je disais ça vaut le coup, du bien patrimonial, en tout cas de la valeur immobilière, la valeur vénale d'un bien. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, souvent, quand ils s'opposent à ces projets, pensent que ça va faire perdre de la valeur à leur bien. Et là, ce n'est pas une question de dotation, ce n'est pas une question de fiscalité, c'est une question sensible. Et moi, je vois que ces oppositions, elles sont importantes vraiment sur cette question de la valeur du bien. Est-ce que mon bien va perdre de la valeur si j'accepte tel ou tel projet? Et là, je pense qu'il faut creuser cette dimension-là. Philippe Hetz, pour terminer cette table ronde, pour clore donc, ce temps de conférence plénière, j'ai envie de terminer par vous. Ça fait 15 ans, vous le disiez, donc, que vous portez le projet. Aujourd'hui, il n'est pas sorti de terre. Qu'est-ce qui guide les actionnaires, puisqu'il s'agit d'une SAS, qu'est-ce qui guide les actionnaires? Est-ce que c'est leur intérêt particulier ou est-ce que c'est l'intérêt général ou est-ce que c'est un peu la somme des deux, voire de toutes les petites nuances qui existent entre les deux? Clairement, les 120 citoyens dont je vous parlais
sont les fondateurs de la SAS. Et on est toujours sur ce noyau des fondateurs, puisqu'on n'ouvrira le capital qu'en phase de construction, quand on sera purgé de tout recours. Donc c'était clairement pas l'intérêt financier de posséder entre 1 et 4 actions de 100 euros qui allaient motiver tous ces citoyens. C'était clairement l'engagement dans la transition écologique et la question de l'environnement, c'est évident. C'est aussi la réflexion que on ne voulait pas se retrouver, alors ça c'est plutôt au niveau des élus, on ne voulait pas se retrouver dans la situation des pays du tiers-monde avec une ressource naturelle qui nous passe au-dessus de la tête et qui est exploitée par un tiers étranger au territoire et dont on n'a que quelques miettes fiscales. Donc voilà, c'était les deux motivations de départ. Et les élus de l'époque, je suis élu que depuis 2020, j'étais dans le Collège des citoyens au départ, les élus de l'époque ne voulaient surtout pas s'engager sur des chiffrages. Ils ont bien eu raison, parce que nous, on a démarré au temps de la taxe professionnelle. Donc, vous voyez, ça fait quand même loin, quoi. Donc, je voudrais terminer quand même par un message tout à fait positif sur la question de la sobriété. Il n'était pas spécialement négatif, votre message. Non, jusqu'à présent. Je vous rassure. Tout à fait. Mais par rapport à la sobriété, parce qu'on se pose beaucoup de questions là-dessus, et c'est une notion qui a été très travaillée aussi à la MRF. Et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi j'étais sur une photo sur un vélo avec mon écharpe tricolore. C'était il y a exactement 1 an, c'était le congrès national de l'Association des maires ruraux de France à l'Alpe d'Huez. Et avec 3 autres collègues maires, on a décidé, pour passer un message de sobriété, de monter à l'Alpe d'Huez en vélo. Et pour passer une équation très simple, c'est un vélo électrique, c'est 25 kg, une voiture électrique 2 tonnes. Il faut 80 fois moins d'énergie pour monter un maire et ses bagages au congrès de l'Alpe d'Huez qu'en véhicule électrique. Donc clairement, pour la MRF, la sobriété énergétique, elle passe par des véhicules électriques, certes, mais certainement pas des SUV. C'est des véhicules le plus efficaces possible, donc le moins lourd possible. Et merci. Moi aussi, j'ai au moins un fan. C'est peut-être le même. On l'a payé pour. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces habitudes de sobriété, je vais faire un parallèle avec l'autre que tu évoquais, c'est que les habitudes de sobriété, une fois qu'elles sont prises, eh ben, elles restent. Et nous, on a eu cette vision-là, cet retour d'expérience sur l'eau. Parce qu'en 2022, nous on est en montagne, on n'a que 2 sources sur la commune, c'est l'eau du ciel. Et bien en 2022, on a eu des alertes très très fortes sur l'eau. J'ai communiqué avec la population, on leur a donné non seulement l'arrêté préfectoral, mais aussi des moyens d'économiser. Et je me suis rendu compte que ça a fait aussitôt inverser la courbe de consommation, qui a baissé même plus vite que la courbe de descente de la production de nos sources. Et que, bizarrement, eh ben, ce niveau bas a été maintenu, et il est maintenu depuis 2022. Les gens ne sont pas revenus à une consommation d'eau plus importante parce qu'ils ont capté qu'effectivement il y a un lien direct entre leur consommation et la production. Et pour l'électricité, on peut faire exactement la même chose. Ça a été dit par plusieurs intervenants ce matin. Eh bien, merci effectivement de rappeler l'importance de la sobriété. En tout cas, bravo effectivement pour votre engagement, votre pugnacité, parce que monter à l'Alpe d'Huez en vélo, même électrique, il faut du courage. Et mener un projet depuis au moins 15 ans, et encore, il n'est pas encore sorti de terre, donc il faut là également du courage. Donc bravo à vous pour votre pugnacité. Merci à vous toutes et tous pour vos propos. Et puis cette pugnacité, de toute façon, je crois que c'est ce qui unit en fait tous les acteurs de l'éolien qui sont réunis aujourd'hui et pour ces 2 jours. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés.